Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez surtout une très très belle journée. On se retrouve les amis en direct de Tenerife, maintenant à 15 heures heure de France, ça doit être, quelle heure il est ici? Il est 14 heures. On va être en direct pour une nouvelle interview avec une personne extraordinaire qui va nous rejoindre. Luana, qui a été une aventurière dans l'émission de koh, qui est aussi fan de tout ce qui est sport extrême, va nous rejoindre. Donc l'interview se fait maintenant. Alors je crois que j'ai reçu. Alors Luana, tu as dû te connecter. Normalement, la Wi-Fi, le réseau, ça devrait être tout bon. Alors, est-ce que c'est OK? Donc, est-ce que c'est bon le réseau? C'est bon, le réseau il est bon. Salut Luana, alors ça y est. Est-ce que tu me vois, tu m'entends de ton côté? Je te vois, je t'entends, ça fonctionne parfaitement bien. Je suis sincèrement désolée encore pour tout à l'heure, je pensais pas T'inquiète avoir pas, autant de problèmes de réseau chez moi. il n'y a pas de souci. Bon, ça va, tu es bien là? Tu es bien arrivé? Ouais, c'est bon, je suis bien arrivée, je suis dans mon agence, il y a le wifi, ça fonctionne super bien, donc c'est ok. Bon. Mais Luana, en tout cas, merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté cette interview, de partager un petit peu ton histoire, ton parcours. Donc, vraiment, je suis ravi de faire ta connaissance. Et l'idée un petit peu de ces interviews, de cette tournée, c'est justement de mettre en avant des sportifs, des entrepreneurs, un petit peu des gens qui, quelque part, entreprennent leur vie pour pouvoir redonner, notamment pour les plus jeunes, parce qu'à travers des personnes qui entreprennent comme toi, il y a toujours des pépites, des choses très intéressantes. Ouais, Donc ouais, ouais. vraiment, merci beaucoup à toi. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Donc, je vais te laisser un peu la parole, te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, dans un premier temps. Bah moi, pour ceux qui m'ont connue et vue à la télé, je suis originaire du sud de la France, de base. Voilà, je suis Mais où? ancienne cavalière professionnelle à cheval. J'ai fait ça pendant Yes. des années dans le sud de la France. Voilà, j'ai énormément voyagé et aujourd'hui je suis en Suisse, basée sur Lausanne. Et ça fait quelques années maintenant, je crois que ça fait 7 ans ou 8 ans que je travaille dans l'immobilier. Donc voilà, là je viens d'intégrer une banque, la Raiffeisen Casa, qui s'occupe d'un service immobilier via une banque. Et voilà, ça fait à peu près 6 mois que je suis en Suisse maintenant. Et c'est cool, c'est génial. Je me régale en Suisse. Voilà. Wow, magnifique. Bravo à toi pour toutes ces belles opportunités, ce que tu fais. Donc toi, tu as participé à une émission koh, et notamment Oui. tout ce que tu partages un peu sur les réseaux sociaux, comme tu le dis, tu es quelqu'un qui est fan de sport. Est-ce que tu as toujours fait du sport? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu savais un petit peu ce que tu avais envie de faire ou c'était une évidence ou pas? Alors, quand j'étais... Déjà, mes parents sont très sportifs. Ma mère, elle est ancienne... elle était prof d'escalade, prof de canoë, kayak. Donc, elle a fait énormément de sport. Mon père également. Mes grands-parents faisaient du vélo de route. Donc, voilà, je suis un peu née dans le sport. Je suis née aussi en pleine campagne et puis avec une écurie à côté. Donc, je faisais du cheval, enfin, je faisais du poney dès que j'étais petite. Puis, j'étais élevée en pleine nature. Donc, libre choix à moi de faire du poney, de faire de l'escalade dès toute petite. Voilà, j'ai été élevée en pleine nature avec des parents sportifs. Et puis, je suis partie de chez mes parents à 13 ans. J'ai fait 6 ans d'internat dans une école spécialisée pour les chevaux. Et j'ai été cavalière professionnelle d'endurance pour la championne d'Europe pendant pas mal d'années. Donc, c'est vrai que le sport a rythmé mon quotidien pendant des années. Ça a été mon métier pendant des années. Et bon, maintenant, ça fait déjà quelques années que j'ai arrêté parce que j'avais envie de me consacrer à autre chose. Et puis, j'ai eu des petits soucis de santé, notamment au niveau des genoux, qui m'ont pas permis de continuer le sport. Mais oui, le sport a toujours fait partie de ma vie depuis toute petite, grâce à mes parents aussi. Et aujourd'hui, je fais toujours autant de sport. Donc, je fais de l'escalade, je fais de la natation. Je suis fan de sport extrême. Pratique le saut en parachute. J'adore le surf l'été, j'adore le ski l'hiver. Bah, toujours pareil, l'escalade. Voilà, je suis fan de sport. Yes. On va revenir par rapport au début, ce que tu dis, parce que c'est très intéressant. Euh, donc à 13 ans, quelque part, déjà, c'est 13 ans, c'est jeune, hein. Mm. Tu commences à rentrer dans une structure de formation pour pouvoir performer, pour pouvoir progresser, c'est ça? Ouais, ouais, ouais.
En fait, la formation, elle était assez loin de chez mes parents, donc ça me permettait pas de rentrer chez moi le soir. Et puis, du coup, on m'a dit, bon, ben voilà, c'est pas le choix. On m'a placée dans un internat. Donc, j'étais à l'école la journée et le soir, on était dans des châteaux. Et on était logés dans des châteaux un peu anciens. Mais c'était pas des châteaux en mode princesse, hein. C'était des châteaux en mode. C'était un château de anciennes nonnes et c'était très, très strict. On devait rendre les téléphones portables. On était dans des mini-box de 2 mètres carrés. On devait se lever le matin à 6h30 ou 7h pour faire le ménage. Ensuite, on allait dans un autre château pour manger, on devait débarrasser. C'était très, très dur, c'était vraiment très strict. J'en ai des souvenirs où on se lève le matin et tout, c'est assez horrible, mais c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui fait que j'ai mon caractère aujourd'hui. Et puis voilà, je ne le regrette pas. C'était dur, c'était une école très dure, mais c'était la bonne école. Donc à la fois, un peu, ce que tu nous dis, c'est quelque part une école de la vie. À la fois Ouais, sur le côté sportif, tu pouvais te ouais, développer, ouais. mais une école de la vie, c'est vrai, quand on a 13 ans ou 14 ans, voilà, on a nos trucs, on a nos habitudes, on n'a Mm. pas envie que, quelque part, on nous embête. Et là, quelque part, ce cadre très jeune, mais ça amène forcément. Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des structures pour se développer, est-ce que tu as voulu arrêter? Ou est-ce que tu te dis non, je continue? Qu'est-ce qui te drivait justement? Euh, Est-ce que c'est toi qui avais choisi d'aller là? Est-ce que c'est tes parents un peu qui t'ont poussé? Comment ça s'est passé? Non, alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que mes parents m'ont poussé à pas, enfin m'ont poussé. Non, j'ai choisi dès le plus jeune âge de faire de l'équitation, de faire du poney. Et le cheval a rythmé ma vie dès toute petite. Et en fait, c'est vrai que j'étais pas forcément super scolaire quand j'étais jeune. J'étais assez indisciplinée. J'avais pas envie. L'école, ça me faisait chier en fait. J'avais pas envie. Et mes parents, ils m'ont dit, ouais, mais t'as pas le choix en fait. Tu dois faire l'école et puis c'est obligatoire. Et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour rester à l'école? Enfin, mes parents ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire rester à l'école tout en la motivant parce que c'est obligatoire et on doit suivre sa passion. Donc en fait, on a cherché une alternative et puis c'est là où je suis tombée sur une école spécialisée internat avec les chevaux. Et en fait, mes parents, au bout d'un moment, ne m'ont pas laissé le choix, quoi. Ils m'ont dit, bon, ben voilà, tu y vas. Et puis, c'est ta passion, ça rallie et l'école et le cheval. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait après tout mon parcours scolaire dans les chevaux. Très intéressant. Parce que tu dis, c'est quand même très jeune, tu as ressenti que l'école traditionnelle, quelque part, c'était pas fait pour toi. Tellement pas. Tellement pas fait pour moi. J'étais une sauvage, moi, petite. J'étais une sauvage, j'étais éduquée à la campagne, j'avais pas envie, j'avais des difficultés scolaires, j'étais dyslexique. J'ai fait 7 ans d'orthophonie, très très dur. J'étais hyperactive, donc j'avais beaucoup de mal avec la concentration, j'avais beaucoup de mal avec le parcours classique. Puis il faut dire que le système scolaire en France, il n'est pas forcément terrible. On travaille beaucoup, on travaille le soir, c'est un peu de l'acharnement scolaire. Et je rentrais pas dans le cadre, tout simplement. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que je continue. Alors, aujourd'hui, à ma défense, j'ai beaucoup de diplômes. C'est-à-dire que non seulement j'ai passé le bac, mais j'ai une licence aussi marketing, commerce international. Je suis fraîchement diplômée depuis la semaine dernière d'architecture décoratrice d'intérieur. J'ai eu un diplôme en Australie dans l'immobilier. Et là, je viens d'obtenir aussi un diplôme, une licence dans l'immobilier en Suisse. Donc, c'est pas parce qu'on est nommé cancre à l'école quand on a 12 ans qu'on devient forcément cancre plus tard. C'est juste que voilà, j'avais des difficultés scolaires quand j'étais petite. C'était pas forcément ma voie. Le sport m'a énormément aidé, le sport m'a énormément boosté. C'est grâce à l'école sportive avec les chevaux ça m'a sauvé ma scolarité. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, on a une prise de conscience. J'ai eu une prise de conscience vers 17, 18 ans où j'ai voulu, je sais plus si j'avais 17 ou 19 ou bref, j'ai repris un cursus scolaire où en fait, je pense qu'à arriver à l'âge adulte, on prend conscience des enjeux en fait, de tout ce qui se passe dans l'âge adulte, des responsabilités, etc. Et en fait, je pense qu'à un certain moment, l'école devient plus c'est un choix que moi j'ai fait de passer plusieurs diplômes. Et après, j'étais motivée d'aller à l'école parce que c'était pour moi et que j'avais compris que c'était pour moi et que j'avais vraiment l'envie de ça. Mais il y a le parcours scolaire de jeunesse, on va dire, à l'adolescence, je trouve qu'il est très compliqué, surtout en France. Ouais, tout d'abord, bravo pour toi, pour ce parcours, et merci pour tout ce que tu partages, parce que c'est vraiment très riche. Et comme tu le dis, c'est vrai que
Voilà, en France, on va dire tout le monde peut avoir accès à une école quasiment, et c'est OK, c'est déjà super, c'est déjà super. Mais c'est vrai que, comme tu dis, quand on commence vraiment à s'intéresser à l'enfant ou l'adolescent, à l'individu, tu te rends compte à quel point le nombre de ces jeunes sont vraiment pas bien, Ouais. ne s'y retrouvent pas. Mm, Déjà, c'est une période très compliquée, l'adolescence, mm, etc., mm, mm. pour la plupart des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Et donc, toi, tu as eu cette opportunité avec tes parents de pouvoir aller là, de quelque part continuer la passion, avoir quelque chose qui a de la passion. Et quand on est jeune, c'est ça, en fait, comme tu dis, c'est quelque part, tu es à la petite école et d'un coup, tu te retrouves dans un collège où il y a plein de monde. C'est vrai que c'est impressionnant et on Mm. est complètement déconnecté. Et c'est ça que souvent où il y a des gros problèmes et où on peut dériver et où le pire peut arriver. Donc pour toi, tu continues via quelque part qui te passionne, les chevaux. Ça te met un cadre, une structure, quelque part un peu isolée, mais une bonne structure même si c'est difficile. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que quelque part à un moment donné, tu as pris conscience que toi, tu avais envie, en fait. Tu avais envie d'avoir des diplômes, tu avais envie de faire Mm. les choses, et c'est ça qui est très intéressant. Oui, c'est ça. Comment ça, ouais, comment ça se passe du coup pour la suite, après 18 ans, 20 ans? Tu rentres dans le cadre professionnel, tu trouves un travail, tu continues d'autres études? Oui, donc c'est vrai que bah, du coup, pour l'équitation a un petit peu sauvé ma scolarité parce que j'ai pu continuer l'école et c'était quand même ma passion. Et en fait, donc à 18 ans, bah, j'ai passé le bac comme tout le monde. J'ai énormément voyagé aussi, hein. Puis j'ai vécu un petit peu partout en France, à l'étranger. Donc à 18 ans, j'ai passé le bac. De mes 13 à 18 ans, j'ai été en internat, donc c'était fini l'internat pour moi. À 18 ans, je suis partie à Clermont-Ferrand. J'ai habité 3 ans là-bas, il me semble. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience que les chevaux, c'était bien, mais c'était, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, j'avais de l'épanchement de synovie au genou, j'étais quand même physiquement assez... faire du sport du haut niveau, ça flingue le corps. Faut pas se mentir, en fonction des sports, ça flingue. Et physiquement, c'est très, très compliqué. Donc, moi, j'ai eu très mal au genou très jeune. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti pour Clermont-Ferrand. Et en fait, là où tu commences à rentrer dans l'âge adulte, bah forcément, il y a un loyer à payer, il faut bien gagner sa vie, etc. Je me suis dit, bon, les chevaux, ça a sauvé ma scolarité, mais aujourd'hui, c'est ma passion, je le garde en passion, mais je veux faire quelque chose à côté qui me permet de garder cette passion, parce qu'elle est très chère, cette passion, surtout le cheval. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma vie où je vais pouvoir gagner de l'argent pour garder ma passion en passe-temps et pour bien vivre, en fait, finalement, tu vois. Et là où c'est là où j'ai pris conscience que, bah oui, en fait, finalement, la scolarité, en fonction de ce qu'on fait, on en a besoin. Des diplômes, on en a besoin. Et je me suis dit, allez, j'arrête l'équitation et je me lance je vais passer une licence dans je suis diplômée de l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, qui est une très très bonne école, l'ESC Auvergne. Donc il y a une très bonne école à Clermont-Ferrand. Puis je me suis lancée, puis je me suis dit, allez, bah, je vais reprendre mes études. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, suite à ce diplôme, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu obtiens ce diplôme, Hum, c'est ça? J'obtiens, Et ouais, j'obtiens ce diplôme. Et puis après, la dernière étape, c'était le master. Sauf que le master, à l'époque, j'avais absolument pas les capacités de le passer avec mon niveau d'anglais. Parce que j'avais un niveau d'anglais à peu près à moins 10 000, tu vois. Puis la licence, je l'ai passée juste avec l'anglais. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait le master qui approchait, je me suis dit, mais je vais jamais l'avoir, mon master avec l'anglais. Je suis une cancre en anglais. Donc en fait, je me suis dit, allez, je me lance une nouvelle aventure. Je suis partie en Australie. Je suis partie avec une valise, un sac à dos, et puis je suis partie là-bas toute seule. Et puis, je voulais faire 1 an, revenir faire mon master. Et puis finalement, j'ai fait 2 ans. Et puis, en revenant, j'avais passé en Australie un diplôme dans l'immobilier, donc une licence dans l'immobilier. Puis en fait, je suis allée un petit peu au culot dans les agences à mon retour en France en disant, voilà, je suis diplômée de l'école supérieure de commerce. J'ai fait 2 ans en Australie, donc je parle super bien anglais. Et j'ai un mini diplôme qui n'est pas forcément valable en France parce que c'est pas les mêmes droits, la fiscalité, etc. Mais bon, voilà, j'y suis allée au culot, puis ça a fonctionné comme ça. magnifique. Donc, à un moment donné, tu pars en Australie. Pourquoi tu pars? Est-ce que c'est uniquement professionnel ou est-ce que c'est pour toi aussi, tu as envie de vivre toute autre chose? Ouais, alors c'était un tout. Je pense que voilà, j'avais pas forcément le niveau d'anglais, donc je me suis dit où c'est que je peux aller pour apprendre l'anglais tout en étant vraiment en immersion avec la langue, mais que ça soit cool.
Donc l'Australie, ça faisait partie des pays quand même cool. J'avais besoin d'une aventure frappante. Et puis, j'avais besoin de prendre une petite année sabbatique et de me dire, voilà, là, j'ai fini mes diplômes, j'ai tout fini. Qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment marquer ma vie, quoi. Puis je me suis dit, allez, pourquoi pas l'Australie? Et puis, finalement, tu vois, je devais y rester 1 an, puis j'y suis restée 2 ans, quoi. Donc, c'était génial. Magnifique. Tu es allé où en Australie? J'étais à Sydney, exactement, à Bondi Beach, au bord de la plage. Mais j'étais, voilà, la plus grande ville à côté, c'était Sydney, ouais. Yes, magnifique. Je suis parti 1 an aussi là-bas. Une expérience aussi extraordinaire. T'étais C'est où, très très toi? beau. Ouais. De quel côté? Alors nous on est arrivé à Sydney et après on s'est dit l'Australie c'est pas que ça. Ouais. On a pris un van et on a fait 8000 kilomètres pour rejoindre Perth. Ah ouais, quand même. Et après vraiment extraordinaire, un pays incroyable. Et comme tu le dis, ça c'est vrai que quand on est plus jeune, on n'a pas conscience, et notamment pour les plus jeunes peut-être qui verront ça, des possibilités qu'il existe. Parce qu'on est souvent dans nos idées, dans nos rêves, peut-être toi via l'équitation ou quoi, moi c'était le rugby et tout. Et c'est bien, hein, mais on se ferme aussi. Alors qu'il y a des choses incroyables Ouais. pour 3 fois rien, bien sûr, il faut un peu s'organiser. Mais nous, on a fait le Working Holiday, on est parti, Ouais. j'avais 23 ans. Ouais, j'avais des buts, je voulais jouer, j'ai joué au rugby aussi là-bas et tout, mais c'est des pays, quand tu reviens, enfin, pour moi, hein, ça t'ouvre, c'est plus du tout pareil. Bah C'est oui, juste incroyable. t'es changé. Puis je sais pas si t'as énormément voyagé, mais enfin, moi j'ai énormément voyagé et franchement, l'Australie, je la mets quand même en tête de liste, pas parce que j'y ai vécu 2 ans, mais parce que justement j'ai énormément voyagé et la qualité de vie là-bas, elle est juste exceptionnelle. C'est Et ça ça. change, évidemment, ça forge un caractère, ça change, surtout quand tu pars seule. Tu pars avec des copains et tout. Là, je suis partie toute seule. Alors, il y a énormément de Français en Australie, mais il faut quand même avoir le culot de se dire, on part avec un sac à dos et on part toute seule, quoi. Et c'est génial. Franchement, je conseille à tout le monde de le faire parce que c'est génial, parce que c'est quelque chose de marquant qui va marquer toute une vie. Et puis ouais, les gens qui font l'Australie, en général, ils reviennent et c'est un des plus beaux voyages que tu peux faire, quoi. Exactement. C'est vrai Mm. que, mais tu vois, aujourd'hui, j'habite à Tenerife depuis 1 an et demi. Et donc, j'ai fait quelques pays aussi, mais je n'ai jamais retrouvé le niveau d'énergie. Il faut y être pour comprendre, en fait. Ah, c'est vrai. Euh, il faut y être. Le niveau d'énergie, d'ouverture, les gens, etc., qui sont extraordinaires. Ici, Ouais, à puis Tenerife, on retrouve un peu ça, mais c'est ça, ouais, bah, c'est ça. c'est surtout la mentalité anglo-saxonne en fait, hein. Quand tu pars dans des pays comme ça où il y a cette mentalité, c'est vrai que c'est pas la même que toute l'Europe, quoi. C'est vrai, on est chanceux aujourd'hui et tout ça pour dire que voilà, il y a des possibilités. Et donc, tu rentres, t'as quel âge un petit peu quand tu rentres? Donc, du coup, ton idée, c'est de bosser, pour continuer ta passion. Comment ça va se passer la suite, un peu de ton parcours? Donc, alors, faut savoir que quand je suis partie en Australie, j'ai été aussi cavalière pour les chevaux de course, plus d'endurance, mais pour les chevaux de course, dont les chevaux de PMU. Donc, j'ai fait ça quand même pas mal de temps avant de commencer mon diplôme dans l'immobilier. Je rentre dans le sud de la France, à Montpellier. Et puis là, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fous là? C'est tout petit. Montpellier, c'est bien, c'est le sud de la France, il y a du soleil, mais je me retrouvais pas en fait. Quand j'avais fait Sydney, Montpellier, puis là, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Tu vois toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes gens, c'est toujours les mêmes sorties. J'avais besoin de plus grand en fait. Et puis j'ai déménagé à Paris. J'ai fait 3 ans et demi à Paris. Et Paris, j'avais vraiment envie d'essayer parce que bah, ça reste la capitale. Il y a énormément de choses à faire. Donc moi qui venais de faire Sydney avec toute la restauration, les choses à faire, toujours des sorties, des restos, des bars, des discothèques et tout, je me suis dit, allez, je me lance sur Paris. Paris, j'ai intégré une agence immobilière d'investissement locatif. Je n'étais pas agent immobilier, mais le statut que j'avais, c'était chasseuse de rentabilité. J'étais à mon compte, donc j'ai créé mon entreprise. Je facturais pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et puis, ouais, j'ai fait 3 ans et demi à Paris avec tout ce qui va avec en région parisienne. Mais c'était une belle expérience parce que, alors, la qualité de vie à Paris, elle n'est pas forcément euh, géniale en termes de soleil, en termes de qualité des gens et tout, etc. Mais par contre, tu as un rythme de vie et tu as un rythme de travail qui est assez soutenu et qui est assez cool à vivre. Donc j'ai fait 3 ans et demi à Paris et puis après j'ai fait les castings pour faire koh. Faut savoir que j'ai passé 2 fois les castings. Je l'ai fait une première fois en 2018 où j'ai pas été retenue. J'ai fait une deuxième candidature en 2021.
Et en fait, là, j'ai eu, ça y est, c'est parti, 6 mois de casting. Donc, les 6 mois de casting. Puis après, j'ai été prise pour koh. On est parti aux Philippines en octobre dernier. Donc, on a fait octobre-novembre. Puis après, j'ai fait un an sabbatique. Le retour post-koh, c'est assez incroyable à vivre, mais c'est assez intense aussi. C'est-à-dire que quand tu reviens de koh, quand tu as les diffusions, etc., ben, tu prends quand même une grosse claque dans la gueule parce que tu passes de tes personnes à on te reconnaît partout dans la vie, dans la rue. Tu as beaucoup d'opportunités. Tu as des opportunités que tu prends, que ce soit pour le travail, que ce soit pour des week-ends, pour des vacances, etc. Et puis en fait, en rentrant de koh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là à Paris, tu vois? Qu'est-ce que je fous à Paris? C'est plus possible et j'ai besoin d'une meilleure qualité de vie et j'ai besoin d'être dans des grands espaces en fait, où j'ai besoin d'être un peu plus connectée à la nature, à la montagne, au sport que j'aime bien aussi, le ski d'hiver, la montagne, la marche. Et puis, je suis franco-suisse. Donc, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas essayer la Suisse. Donc, maintenant, je suis sur Lausanne. Magnifique. J'ai vécu aussi à côté en tant que frontalier. C'est vrai que c'est très très beau là-bas. Les possibilités, comme tu dis, il y a quand même une plus grande connexion avec la nature. Euh, Ton parcours il est incroyable. J'aime beaucoup. Quel âge tu as aujourd'hui, Luana? J'ai 29, je vais sur mes 30 là cet été, ça y est, la barre des 30. Impeccable, magnifique. Et qu'est-ce que tu as pour revenir à koh un petit peu? Donc tu es dans ta vie parisienne quelque part. Tu mènes ta vie. Et qu'est-ce qui te donne envie de vouloir participer en fait à cette émission? J'ai toujours voulu participer à koh. Moi, je suis une grande fan depuis des années, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que ça existe. Alors, je dis pas que je regarde les programmes depuis 20 ans, parce qu'il y a des saisons que j'ai pas faites quand j'étais en Australie, quand j'étais en voyage, etc. Mais ça fait quand même des années que je regarde. J'ai toujours regardé koh en famille. Et en fait, étant sportive déjà de base, quand tu vois les épreuves sur koh, quand tu regardes koh dans ton canapé, tu vois le parcours du combattant, tu vois le koala, tu vois plein d'épreuves et tu te dis, punaise, t'aimerais bien essayer en fait. Tu sais pas ce que tu vaux, mais tu te dis quand même, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien. C'est tellement grandiose, c'est tellement beau que quand tu vois les épreuves à la télé, tu dis, bah, moi aussi j'ai envie de les faire, tu vois. Ma mère, elle m'a toujours dit, ça m'étonne pas quand tu t'es inscrite, parce que quand j'étais toute petite, tu disais, ah, moi, je m'inscrirai un jour, je m'inscrirai un jour. Et tu vois, je me suis inscrite. Donc, ouais, non, c'est de voir ce programme depuis longtemps. Je me suis dit, bah, s'il y en a qui le font, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi j'essaierais pas un jour de m'inscrire et pourquoi j'essaierais pas de faire partie de ce programme? Bravo, bravo à toi. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as été prise? Parce que je crois qu'il y a quasiment 30 000 candidatures tous les ans ou un truc comme ça. Qu'est-ce Ouais, qui je crois que fait c'est, que c'est- je pour crois que c'est toi, allé ouais, jusqu'à 40 000 candidatures. Bah, ça dépend des années en fait. Mais alors, ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps sur les réseaux sociaux. ok, Je reçois énormément de messages de gens qui disent qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que tu me conseilles d'écrire sur ma lettre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut être lors des castings? Il faut être soi-même. D'accord? Je bien pense sûr, que hein. TF1, ils ont chaque année un programme déjà de base en tête sur qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent recruter. Il y a un peu souvent les mêmes profils, c'est-à-dire la cinquantenaire qui veut se prouver qu'elle est toujours Bien sûr. sportive, celle qui vient d'avoir des enfants, qui veut prouver à ses enfants, le petit nouveau qui a jamais fait de sport mais qui veut découvrir la vie, peut-être l'ancien sportif de haut niveau, l'ancien sportif de haut niveau. Donc, je pense qu'ils ont des cases et soit tu rentres dans la case, soit tu n'y rentres pas. Mais en tout cas, le conseil que je donne, c'est rester soi-même. Il faut vraiment rester soi-même et il ne faut pas lâcher. C'est pas parce qu'on fait un casting qu'on n'est pas prise, qu'on n'est pas obligé de. Il faut montrer sa motivation. Moi, j'ai passé que 2 castings. Je ne sais pas si tu regardes la saison cette année, mais il y a quelqu'un qui s'est inscrit pendant 14 ans, voire 15 ans, je crois. Et il y en a un, ça faisait 10 ans qu'il faisait les castings. Enfin, il y a des gens, ça fait des années qu'ils font les castings. Il faut montrer la motivation. Et je pense que ils ont des archétypes. Et je pense qu'il faut jouer à fond sa personnalité. Il faut être transparente dans sa personnalité. Et il y a une marche à suivre. Il faut la suivre. Et il faut être à fond dans sa personnalité. Il ne faut pas essayer de jouer à quelqu'un d'autre ou quoi. De toute manière, ça ne marchera pas parce que peut-être que Non, la personne qu'on joue, ben, ce n'est pas la personne qui recherche non plus. Donc voilà, être soi-même. Et les étapes de casting, je crois que c'est plus ou moins long en fonction des saisons. Nous, c'était six ouais, mois. Donc c'est long, tu as ta première lettre de motivation, ensuite tu as un rendez-vous sur Skype, ensuite tu as un rendez-vous à Paris, ensuite tu as un rendez-vous avec une psychologue, ensuite un rendez-vous avec le jury final, encore une fois à Paris,
Ensuite, tu as des tests à l'effort à faire, tu as une échographie du cœur, tu as des tests à faire dans les piscines, tu dois être filmé pour savoir si tu sais bien nager ou pas. Tu as la psychologue qui t'appelle de nouveau. C'est des processus qui sont super longs. En tout cas, pour notre saison, ça a duré 6 mois, donc c'est très long. Et faut rester soi-même. Voilà, t'as des questions qu'on te pose sur ton parcours, sur ton enfance, sur l'éducation que tu as eue, voilà, faut être transparent, il faut être soi-même. J'ai pas de conseils à donner si ce n'est d'être soi-même. Mais t'as tout dit. Voilà. T'as tout dit par rapport à ça et pour les personnes que ça intéresse. Merci à toi. Et justement, par rapport à cette aventure, tu sais que tu vas être prise. Donc, on te dit que tu vas être prise. Qu'est-ce qui se passe pour toi et comment tu vas vivre l'aventure? Alors, la petite anecdote qui est quand même marrante, faut savoir que tu es appelé 3 semaines avant de partir. Donc, clairement, soit tu es sportif et tu es sportif, soit tu l'es pas. C'est pas 3 semaines avant le départ que tu dois te préparer. Et en plus, nous, on a eu 1 semaine d'isolement obligatoire parce que tu sais, il y a eu le Covid. Donc, pendant 1 semaine, tu devais rester chez toi. Donc, tu n'as que 2 semaines en fait pour préparer. Je me souviens quand j'ai reçu l'appel, j'étais à mon entreprise, j'étais avec tous mes collègues de boulot et tout. Bon, faut savoir que je suis à mon compte, hein, donc je bossais quand même, je faisais mon emploi du temps quand je voulais, mes horaires un peu quand je voulais. Mais quand j'ai reçu l'appel, c'était un peu comme la publicité, tu sais, au revoir, président. Et puis en fait, j'ai regardé tous mes collègues, j'étais au téléphone, j'ai raccroché, j'ai rien dit, j'ai dit je me casse. Et en fait, j'étais à Paris, j'étais à 15 minutes à pied de la gare. Et j'ai fait que courir. Je pouvais plus m'arrêter de courir, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai fait que courir pendant 10 minutes, j'ai couru. J'ai eu ma mère au téléphone, j'ai eu mon père au téléphone, parce qu'évidemment, je leur ai annoncé. Et j'ai fait que courir. Et en fait, je suis arrivée chez moi épuisée. Puis je me suis dit, waouh, en fait, voilà, là, c'est vraiment, ça va arriver et ça va arriver là. Je pars dans 3 semaines. Et alors, il faut savoir que moi, pour la préparation, j'ai appelé un coach sportif, pas pour me préparer pour le sport, parce que j'étais déjà sportive et que je pense que, encore une fois, c'est pas 2 semaines avant le départ que tu te prépares à faire du sport, mais j'ai fait appel à un coach sportif pour me mettre dans le bain et pour faire une préparation mentale. Et en fait, ça m'a forgé et ça m'a préparé mentalement à me dire, OK, là, tu es vraiment en train de préparer les derniers petits préparatifs et là, tu vas vraiment y aller. Donc, j'ai fait 1 semaine et demie avec un coach sportif où il m'a fait faire des petits parcours du combattant, il m'a fait rester sur une poutre, voilà, ça a préparé, je pense que ça m'a permis de me préparer mentalement. Et puis après, tu as ta petite valise à préparer et t'es parti, quoi. Voilà. Et t'es parti. Tu es parti, Ouais. tu sais pas où tu vas. C'est ça? Où tu vas. Tu sais pas où tu vas. Tu es appelé dans un hôtel. À l'hôtel, tu t'y passes 3 jours. La veille de partir, on te récupère ton téléphone portable, donc tu dis au revoir à ta famille, à ta mère, à ton père, à qui tu veux. Tu raccroches, on te confisque ton téléphone portable et là, on te dit, voilà, réveil 6 heures le lendemain, tu te réveilles, tu es à l'aéroport et c'est le jour où tu es à l'aéroport où tu vois à peu près les destinations. Tu n'as aucune idée de où tu vas jusqu'à que tu sois à l'aéroport et que tu rentres dans l'avion où tu vois la destination et tu te dis, bon, ça y est, c'est parti, quoi. C'est là que ça va se passer. Ah, magnifique. Quelle adrénaline. Et c'est vrai, quand on est sportif, on connaît quand même un peu cette adrénaline. Ouais. Avoir ce boule au ventre, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est juste, ça doit être C'est stressant. fois 1000. Ouais, Ah, c'est stressant, c'est horrible, hein. C'est comme une compétition, c'est-à-dire qu'en plus tu vois les gens un peu de loin parce que tu n'as pas le droit de communiquer. Il faut savoir que c'est interdit de communiquer avec les gens. On avait des masques et on était par groupe de 6 et nous on était 24 dans notre saison. Donc tu es à l'aéroport, tu as des masques un peu, c'était des masques F, je sais plus trop quoi, enfin pas tout le monde avait ça à l'aéroport. Dès que tu voyais à l'aéropoport des groupes de 6 avec ces masques, tu disais ok, donc ça va être tes adversaires et c'est eux en fait. Et tu as une pression. Moi, je suis une compétitrice un peu. On est tous compétiteurs, on a tous ce même fond. Et je me rappelle de ce stress de voir les gens, de voir, putain, lui, il est grand, il fait 1m90, putain, lui, il est costaud, elle a l'air de pas rigoler, tu vois, où tu as le stress vraiment, tu vois les uns et les autres et tu dis, ok, donc là, c'est vraiment parti. Et puis, tu as le stress de dire, c'est là, quoi, c'est eux. Et puis, tu as l'adrénaline ça fout les chocottes quand même, hein. C'est la guerre. C'est la guerre qui commence. C'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. Et du coup, là,
pour accélérer un peu sur ça. Mais une fois que tu arrives, comment ça se passe? Donc, je crois que toujours les départs, ça part de l'eau, c'est ça? T'es jeté dans la mer, tu dois rejoindre la rive et ça commence comme ça. Ouais, alors faut savoir que c'est absolument pas truqué quand nous, notre saison, Denis Brognard, il arrive sur le bateau et il nous explique que c'est le totem maudit, etc. Il n'y a rien qui est truqué, c'est-à-dire qu'en fait, on est balancé le matin à l'hôtel, on est balancé sur un bateau, tous ensemble, et là, l'équipe de tournage tourne. Et on dit, ça y est, c'est parti, vous pouvez faire connaissance. Et là, tu regardes, donc tu es timide les premières minutes, puis tu dis bonjour, voilà, tu fais connaissance un peu avec tout le monde. Tu vois Denis Brognard, donc du coup, qui arrive en bateau. On l'a pas vu avant, on ne le connaît pas, on lui a jamais dit bonjour. Et là, Denis nous annonce, voilà, 3, 2, 1, tu sautes à l'eau, et puis tu as la première épreuve, et puis en plus, c'est la merde si t'es dernier parce que tu as une malédiction. Donc, t'es pas bien. Et je me rappelle, moi, la première fois, quand je saute de l'eau, je suis sous l'eau. Et sous l'eau, je me dis, mais Louana, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire qu'est-ce que tu fous là? Encore une fois, je te jure, il y a des moments de ma vie où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et là, quand j'étais sous l'eau, où Denis a dit 3, 2, 1 et tu sautes, t'as vraiment, ça dure un quart de seconde et tu as l'impression que ça dure une demi-heure dans ta tête. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui t'a pris de faire partie de cette aventure? Parce que c'est tellement stressant, t'as les mains qui tremblent et tout, t'es pas bien. Tu T'as m'étonnes. pas envie d'être dernier, t'as pas envie d'être éliminé, Bien t'as sûr. pas envie de. C'est un stress qui est énorme, qui est inexplicable. Et du coup, ouais, ça fout les chocottes. Et dès la première épreuve, en fonction de si t'es premier ou dernier, forcément, t'es plus ou moins content. Et il faut savoir que tu commences à relâcher un peu ton stress à partir du moment où tu es sur l'île et que tu fais connaissance avec les gens et que la première épreuve est passée. Waouh. Parce que la première épreuve, ça commence d'entrée, non? S'il y a quelqu'un qui est éliminé. Alors non, nous, il n'y a pas quelqu'un qui a été éliminé, mais tu sais, il y a eu les histoires de bracelets maudits. Et c'était des histoires de tu devais sauter à l'eau, tu devais récupérer une malle, tu avais des puzzles. Et en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des puzzles, c'est des anagrammes, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des trucs où tu dois les mettre, enfin, tu dois Emboîté. trouver Ouais. ouais, tu dois emboîter, tu dois trouver la suite logique. Et en fait, le dernier qui finit le jeu, dernière femme et dernier homme ont eu un bracelet maudit. Voilà, une petite pression quand même. Donc, et comment ça se passe du coup par rapport à ça? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis bien? Est-ce que c'est difficile pour toi? Euh, Parce qu'on y va avec une intention, comme tu le dis, on est ce truc sportif, on y va, machin et tout. Mais vraiment, alors, tu te confrontes à la réalité des choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Et qu'est-ce que tu vas retenir le plus d'extraordinaire dans cette aventure? Alors, déjà, quand tu pars faire koh tu sais à peu près à quoi t'attendre, mais en fait, tu sais pas du tout à quoi t'attendre. C'est-à-dire que il y a ce que tu vois à la télé et il y a la réalité des choses. Et tu vas là-bas pour tester ton mental, tu vas là-bas pour tester ton physique, mais tu n'as aucune idée des limites parce que tu n'as jamais vécu la faim et tu n'as jamais vécu la misère comme tu vis à koh parce que tu ne manges pas. Nous, chez les Verts, on a passé 5 jours de jeûne total, c'est-à-dire qu'on n'a rien mangé, on a bu que de l'eau. Et puis tu sais pas ce que c'est en fait. On a vraiment, on a vraiment crevé la dalle. Donc tu pars là-bas, tu as certaines attentes, tu fais ton jeu. Et forcément, ça change ta vision des choses sur la nourriture, sur le fait que tu réalises en fait en fonction des voyages, mais encore plus dans koh la chance que tu as d'avoir ta famille, tes proches, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir de l'eau potable, d'avoir du courant, de l'électricité. Et en fait, ça te change un peu ton mindset et tu te dis, OK. Donc là, tu redescends sur Terre et tu te dis, waouh, mais quelle expérience de dingue, tu vois, vraiment. Et moi, la diffusion, je l'ai hyper bien vécue. Ça dépend vraiment des candidats parce que j'ai bien joué mon jeu, je pense. Et j'ai eu une belle diffusion. Tu vois, j'étais quand même appréciée sur les réseaux sociaux. J'ai été vraiment bien supportée sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est mal apprécié sur les réseaux sociaux, je pense que tu en baves un peu plus parce que tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, Instagram, Twitter, les messages de haine, etc., ça peut être super, super, super difficile à vivre. Et tu passes de tes personnes à t'es une personnalité publique. Si tu es apprécié, tant mieux. Moi, ça a été le cas. Ça a été le cas de pas mal de candidats, donc tout va bien. Si tu es une personnalité publique, mais tu es dans le viseur des gens et tu es détesté des gens, ça peut être vraiment traumatisant et ça peut être horrible. Donc, moi, j'ai Ouais. très, très bien vécu ma diffusion. J'ai très, très bien vécu le après. La fameuse question de si koh ça a changé ta vie.
je fais partie des gens qui voyagent énormément, donc ça n'a pas forcément changé radicalement ma vie, mais ça a changé peut-être mon style de vie parce que j'habite plus à Paris, maintenant j'habite à Lausanne. Ça donne encore un peu cette soif d'aventure et de nouveaux projets. Donc, puis ouais, ça ouvre l'horizon, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Merci pour ton partage, Loana. Bah, je Très t'en riche, prie. vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Tu as bientôt 30 ans et un super parcours. Ouais, Donc, que des choses ouais, incroyables c'est qui vont gentil. t'attendre pour toi. Si tu avais un ou deux conseils ou une idée que tu aimerais laisser partager, souvent j'aime bien poser cette question à la fin de l'interview. Si à la fin de ta vie, tu réalises tous tes rêves, les plus fous, de tout ce que tu as envie, tout ce que tu kiffes, à la fin de ta vie, on te dit, voilà, tu peux laisser une idée ou une phrase dans ce monde. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Oh, une phrase dans ce monde. Waouh, je m'attendais pas à cette question. Euh, je sais pas. Moi, je pense que déjà, il faut se poser la question, déjà maintenant, aujourd'hui. Imaginez-vous âgé et posez-vous la question, est-ce que vous avez kiffé votre vie? Et moi, mon mot d'ordre, c'est le petit dicton pour moi, c'est One Life. One Life, Fast Life. Il faut faire les choses par passion. Il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire. La vie, elle est courte, elle est tellement délicieuse. Il faut juste se laisser kiffer et se laisser porter là où on a envie. Que ce soit sur du perso, que ce soit sur du pro. Si sur du professionnel, on ne se sent pas bien, eh ben, il faut changer. Si sur du perso, on ne se sent pas bien, il faut se dire à la fin de la vie, on a envie de kiffer. On a envie de kiffer la vie et à la fin de notre vie, on a envie de se dire, bah voilà, j'ai vraiment kiffé et j'ai pas regretté. Donc, je sais pas, en une phrase, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais souvent les personnes âgées, il y a eu une étude qui a été faite sur les personnes âgées Merci. où on leur a dit, qu'est-ce que vous avez regretté? Et il y en a beaucoup qui disent, bah, j'ai regretté parce que je me suis éloignée de mes proches. J'ai regretté parce que j'ai été une personne qu'on a voulu que je sois, mais c'était pas ma personnalité. Et j'ai regretté ne pas plus kiffer, ne pas plus être dans le lâcher prise. Donc vraiment, soyez proches de vos proches parce que la vie, elle est longue, mais elle est courte aussi. Soyez proches des amis et kiffez, et soyez vous-même. Il faut kiffer. Il faut kiffer la life. One life. Yes, one life. One Merci, life. Luana. Je t'en C'était un prie. super échange. J'ai été ravi de faire ta connaissance. Pour les personnes peut-être qui se disent, voilà, qui rejoignent maintenant le live, cette petite interview restera enregistrée. Donc sur Instagram, elle sera disponible pour ceux qui veulent voir. Et puis sur YouTube aussi. Voilà. Belle Ça marche. journée. Encore Ouais, merci. je te remercie, Jonathan, en tout cas, de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et puis, je te souhaite une belle journée. Et je vois qu'il fait beau derrière toi, les oiseaux, il Ouais, fait chaud. Tu as bien de la chance. Tu as l'air d'avoir une belle qualité de on est vie bien. aussi. Régale-toi bien. Merci. À très vite. Belle journée. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao.